Exception.fr. La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et Géraldine Vosner, rédactrice en chef au Point. Bonjour Géraldine. Bonjour David. Et Jean-Marie Colombani que vous retrouverez demain à 8h pour l'émission Commentaire avec Jean-Claude Casanova. Bonjour Jean-Marie. Bonjour David. Mes amis, nous allons commencer avec l'attitude européenne vis-à-vis des États-Unis cette semaine. A-t-on franchi un cap, un palier, une étape en passant de la mollesse à la fermeté, notamment, surtout, concernant le Groenland? Oui, on est passé à la fermeté. Il faut écouter le discours du Premier ministre canadien. Qui n'est pas européen. Qui n'est pas européen, mais qui néanmoins est sur les positions européennes et qui est le premier, en fait, à avoir fait reculer Donald Trump, notamment sur les droits de douane infligés au Canada. Et il a mené une contre-offensive intelligente parce qu'il a expliqué notamment que sur les productions de voitures, si on pénalisait le Canada, on allait pénaliser et le Mexique et les États-Unis en même temps. Donc c'est quelqu'un il ne parle pas de transition. Il dit nous sommes plus dans une transition, nous sommes dans une rupture pour parler des alliés entre guillemets des États-Unis et des États-Unis dirigés par Donald Trump. Donc je pense que ça a été une prise de conscience assez généralisée à la faveur de cette affaire du Groenland et qui fait que pour la première fois, Donald Trump a aussi reculé sous la pression, pas seulement, mais aussi sous la pression des Européens. Et ça, c'est un point marqué, non négligeable et dont il faudra tirer des leçons au-delà de cet épisode groenlandais. Et Géraldine Vosner, le billard à trois bandes, ça marche parce que Jean-Marie Colombani vient de citer le Premier ministre canadien. Marc Rutte y est allé aussi de son sens de la négociation, le secrétaire général de l'OTAN. Et puis, il faut dire les choses. La bande-son, si j'ose dire, de tout cela, avec Emmanuel Macron et ses lunettes fumées. Est-ce qu'on peut dire qu'Emmanuel Macron a donné aussi le ton ? Je pense que l'Europe ne pouvait pas agir autrement qu'elle ne l'a fait. C'était tellement énorme. À la Trump d'ailleurs, vous avez un président qui fait des déclarations tonitruantes, qui menace d'abord de la force, on sent les bruits de bottes. Ensuite, il menace de taxes complètement délirantes. Et puis à la fin, il hurle victoire en reculant et en abandonnant l'essentiel de ses revendications de départ. Je pense que c'était quand même un discours qui était adressé beaucoup à son électorat. Vous regardez les réactions hier de la sphère MAGA, de ces ultra-fans, qui hurlent aussi victoire avec lui, qui disent « Regardez, on a gagné, on a cet accord, on va pouvoir mettre la main sur les ressources sans rien payer ». Ils ne savent pas que c'est faux. Ils n'ont pas, donc ils visent un but de politique intérieure. L'Europe a su se montrer ferme parce que, voir la puissance principale de l'OTAN attaquer de l'un de ses membres, c'est quelque chose de totalement inenvisageable. Est-ce que ça va durer ? Et la question est loin, la réponse est loin d'être certaine. On les voit déjà, maintenant qu'il y a eu un ouf général de soulagement, déjà de nouveau se frictionner sur l'accord du Mercosur. Moi, je m'interroge sur les leçons tirées de cette crise et de l'événement. La leçon principale, ce serait de prendre la décision de reprendre notre autonomie militaire et stratégique par rapport aux États-Unis. Ça implique qu'il va savoir supporter une 10 années peut-être de vulnérabilité, de faiblesse. Mais pour l'instant, on voit pas les Européens encore prêts à cela. Surtout quand on parle d'autonomie, il faut rappeler que l'autonomie stratégique européenne, c'est le grand maître mot de la politique voulu et demandé par Emmanuel Macron. Et que pour une fois, les événements sont venus au secours d'Emmanuel Macron, qui a fait figure pendant toute cette crise de leader naturel de l'Europe. Et donc, c'est un événement majeur dans la vie d'Emmanuel Macron qui, jusqu'à présent, était au contraire, semblait complètement borduré et presque hors du temps. Or là, il a vraiment repris un leadership qu'il n'aurait jamais dû laisser échapper d'ailleurs. Question iconoclaste. Le leader naturel de l'Europe, est-ce que c'est pas Volodymyr Zelensky, qui au sortir de son entretien avec Donald Trump, a engagé les Européens à moins de mollesse, à plus de mobilisation, comme si d'ailleurs Donald Trump lui avait soufflé un peu d'acrimonie vis-à-vis de ses alliés. En tout cas, c'est une piqûre de rappel bienvenue et qui est
Voilà, un étonnement, voire plus, de la part de Zelensky sur ce qui est le principal défaut des Européens, c'est la lenteur. Ils se mettent d'accord lentement, ils se mettent d'accord difficilement. Une fois qu'ils se mettent d'accord pour que les choses soient transmises dans les faits, c'est encore long. Et c'est vrai que c'est une des grandes faiblesses de l'Union européenne, alors même que Zelensky sait très bien que les Européens aident bien davantage l'Ukraine aujourd'hui que les États-Unis. Pas seulement financièrement, mais aussi sur le plan de l'armement et du renseignement. Donc voilà, il faut pas oublier cela non plus. Je me pose une question parce que j'ai longtemps cru que la lenteur européenne était effectivement un handicap, et en même temps la lenteur européenne c'est de la réflexion, de la tactique, de la stratégie, et ça peut payer, comme on l'a vu dans la séquence de cette semaine, quand on réfléchit et qu'on ne s'emballe pas comme Donald Trump. Encore une fois, il fallait pas s'emballer parce qu'il y avait aucun élément concret hormis ce caprice de Donald Trump, dont on voit bien que il en fait un élément. Si vous voulez, c'est la psychologie de Donald Trump. Donald Trump a expliqué depuis très longtemps quelle était sa vision géostratégique. Il veut reconstruire et dominer sa sphère d'influence, et il considère que comme il est le premier à financer la défense des pays de l'OTAN, ce en quoi il a raison, nous ne serions pas capables, seule l'Europe, de résister à une invasion russe, par exemple. Ce en quoi il a raison, il dit, oui, mais alors, puisque c'est moi qui paye, le truc, il est à moi. Voilà. Donc, c'est assez basique. C'est un argument qui se défend. Non, mais il est comme ça. Par ailleurs, il y a cette façon de capter l'attention planétaire, d'ailleurs, en faisant des progressions de ce genre. Mais par ailleurs, ça peut être extrêmement grave. Rappelez-vous ce qui s'est passé, mais il y a 15 jours. Allez-y, sortez, battez-vous contre vos institutions, la cavalerie arrive, nous arrivons. Qu'est-ce qui s'est passé le lendemain? Un massacre, mais un massacre en bonne et due forme de milliers et de milliers d'Iraniens. Et où était passée la cavalerie? On ne sait plus. Et Donald Trump ne parle plus du tout de l'Iran. Ça va peut-être revenir dans l'actualité, parce qu'il a envoyé un porte-avions qui va peut-être finir par arriver. Mais néanmoins, c'est un lâchage absolument dramatique, et c'est vraiment la face noire de la méthode de Trump, dont on peut sourire. Mais là, on ne cesse de sourire, parce qu'on est allé dans un drame absolu. Non, là, ce qui serait un peu inquiétant, c'est que pour l'instant, tous les relais tiennent. Les chefs de commandement, on voit à l'OTAN, on voit du NATO, du traité nord-atlantique, sont des gens raisonnables, des gens qui discutent avec les autres pays, qui font tampon, qui négocient. Maintenant, si ce personnel-là devait changer pour correspondre davantage à l'idéologie, à la ligne de Donald Trump, oui, il faudrait quand même s'inquiéter. Prochain test, l'Ukraine. Les négociations qui semblent avancer, mais très lentement. À la condition que la Russie accepte un cessez-le-feu, ce qui n'est pas le cas pour le moment. On sait rien. Poutine n'a aucunement l'intention de baisser les armes. Moi, je vois pas non plus d'ouverture pour l'instant. Et d'ailleurs, c'est ce que Volodymyr Zelensky a aussi laissé entendre. Il a dit les garanties de sécurité. On est presque d'accord. Il faut ratifier. Les parlements nationaux doivent ratifier. La question des territoires est toujours là. Voilà. La question des territoires, elle est centrale. C'est la cause de la guerre. Donc rien n'a avancé. Compliqué. Alors, ce qui a avancé, c'est le budget, quasiment adopté. On va parler de fiscalité en marge de ce budget. Le Figaro s'est procuré une note de l'Institut Rexecode sur la productivité de l'impôt sur les grandes fortunes. Depuis la création de l'impôt sur les grandes fortunes, l'imposition des hauts patrimoines n'a pas enrichi les caisses de l'État. Bien au contraire, conclut le rapport de Rexecode. Au total, les rentrées fiscales perdues atteindraient 9 milliards d'euros contre les recettes encaissées 2 à 5 milliards. Selon les années, la perte de revenu national serait de 0,5 à 1 point de PIB. Tranche cette note de l'Institut Rexecode sortie par le Figaro. Ce qui nous amène à cette question quasi philosophique. L'État doit-il maintenir des impôts non rentables au nom de la justice fiscale? Vous avez 1 minute. C'était au nom du symbole, l'histoire de l'impôt sur la fortune. C'est le piège laissé par François Mitterrand vis-à-vis de la droite. Quand la droite s'est avisée de supprimer l'impôt sur les grandes fortunes, ils ont perdu les élections aussitôt après. Et donc on voit bien que c'est le scotch dont on n'arrive pas à se défaire. C'est un symbole.
c'est un symbole c'est un symbole de justice entre guillemets fiscale, même si on peut considérer en effet que, et d'ailleurs au tout début de l'installation de cet impôt sur les grandes fortunes, il y a une véritable saignée de fuite vers Bruxelles, avec l'une des communes de Bruxelles, je crois que c'est Uccle, où il y a pratiquement que des Français exilés fiscaux. Donc, mais il y a eu d'autres vagues au Portugal, en Italie. Non, mais en Italie, c'est tragique, hein, la situation italienne, parce qu'en même temps, ça cogne avec une démographie qui est absolument effondrée, et nous abordons aussi à ces rives-là. Mais c'est un symbole politique, c'est un marqueur politique. Il ne faut pas le considérer comme autre chose. L'État n'en attend pas une rentabilité extravagante de 3 milliards. Ça en fait des marqueurs politiques hérités du socialisme des années 80. Non, mais c'est bien. Il y en avait des symboles dans les 110 propositions. C'est un marqueur, oui, c'était au départ, effectivement. C'est une mesure populiste, comme savait très bien en faire Mitterrand d'ailleurs, c'est totalement populiste. C'est devenu un marqueur politique, mais au-delà de ça, c'est un marqueur de lâcheté. Là, il y a cette note de Rexecode, mais vous avez vu, Bercy, ils étaient très embêtés parce que la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus en 2025, qui devait rapporter 2 milliards, elle n'a rapporté que 500 millions. Vous avez depuis 82, depuis Mitterrand... Oui, mais sur les chiffres, on sera toujours d'accord, mais considérez quand même que l'état de l'opinion, des opinions d'ailleurs, parce que ça n'est pas propre seulement à la France, il y a aujourd'hui une conscience aiguë, peut-être fausse, mais suraiguë, d'une injustice fiscale. Et donc, si les gouvernements ne s'en emparent pas et ne prennent pas des mesures qui semblent aller dans le sens d'une justice fiscale, eh bien les tensions dans la société vont s'aggraver. Non, mais ça c'est la première. Je suis d'accord avec vous, mais c'est la première étape de la réflexion. Maintenant j'en ai perdu mon fil. C'est la première étape de la réflexion. Vous avez depuis 82 une idéologie qui s'est imprégnée chez les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires de Bercy, chez les politiques, qui est de considérer que l'homme riche par nature est vil et va tenter de fuir l'impôt. Donc, quand on montre ces tentatives d'évitement qu'on connaît, je veux dire, on en parle tous les ans depuis 30 ans, ils disent mais c'est pas grave, il vaudra mieux le taxer parce qu'il faut le punir, en fait. Ça c'est LFI, c'est plus que Bercy. Hein, c'est Bercy aussi qui raisonne toujours à comportement constant. Bercy raisonne à comportement constant, n'arrive pas à intégrer les réactions à sa fiscalité. Une autre taxe à sa façon, si vous payez plus cher dans le train, vous serez promis à un wagon sans enfants de moins de 12 ans. C'est la classe optimum de la SNCF. Ça vient d'être lancé, argument marketing évidemment pour ceux qui veulent voyager tranquilles, qui n'ont pas d'enfants, les hommes d'affaires, les gens rivés à leurs ordinateurs portables pour travailler dans le train ou être au calme. Est-ce qu'on imagine demain des espaces privés d'enfants? C'est ce qui se profile. Il y a des hôtels sans enfants. Qu'est-ce que vous pensez de cette mesure? Alors moi je la trouve c'est la preuve d'une société qui renonce à sa vie même, si vous voulez. Un enfant, c'est pas en dehors de la société, c'est à l'intérieur. Que ça survienne au moment où l'INSEE publie les données de la natalité qui nous montrent qu'on est tombé à un niveau jamais vu depuis 1916 au plus fort d'une guerre, où des députés travaillent en ce moment à un rapport qui va proposer, on les a sortis dans le point, des mesures pour adapter justement la société à accueillir ces enfants dont on a besoin pour notre PIB, pour notre croissance, pour nos emplois. Voilà, c'est symboliquement fâcheux. Jean-Marie Colombani, vous prenez le pari avec moi que dans 10 ans, on aura des wagons sans vieux pour des jeunes qui veulent voyager ensemble et qui veulent pas entendre des grands-mères téléphoner en disant « Oui, j'arrive dans 5 minutes !» Je n'en sais strictement rien, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le télescopage entre les chiffres aujourd'hui de la démographie française et ce type de comportement est un signe absolument dramatique pour la société française en question. Je veux dire, c'est une société... D'ailleurs, ça se voit dans la rue. À Paris, en tout cas, les enfants sont pas les bienvenus dans l'autobus ou ailleurs. Ils sont pas les bienvenus. Et c'est une population qui vieillit. Et donc, nous avons affaire à d'ailleurs, la majorité du corps électoral aura plus de 65 ans. Mais c'est une société qui vieillit. Et donc, ça n'est pas porteur d'avenir. Il faut quand même se rendre compte de cela, et c'est une mesure totalement scandaleuse. Jean-Marie les prendra sur ses genoux. Oui, vous en avez quelques-uns déjà.